Nous avons en place un bridge avec une extension, un bridge 22, 23, 24, 25 extensions sur la 26, et que ce bridge était décellé, ainsi que quelques inlécors. De ce fait, il y a une perte d'étanchéité, j'en ai parlé tout à l'heure à l'amphithéâtre, cette perte d'étanchéité est capitale. Donc ce que nous avons fait pour commencer, c'est reprendre les traitements endodontiques orthogrades autant qu'on a pu. Et la patiente présente une lésion apicale au niveau de la 22, où vous le voyez, ce tracé d'incision signe une chirurgie apicale qui avait été faite, mais sans obturation, et une douleur particulièrement marquée à la pression au niveau de la 23. L'examen radio vous montrera que il y a une lésion qui n'est pas importante. Cette lésion n'est pas importante au niveau de la 23, mais elle existe, et comme la racine, l'apex, est sous-muqueux et non pas infraosseux, il s'exprime assez violemment au niveau muqueux par des épisodes infectieux avec antibiotiques. Donc nous avons repris les traitements endodontiques sur les prémolaires, y compris sur la latérale, mais vous le verrez, ce n'est pas encore tout à fait bien. Là, il y a un petit peu de ciment, de scellement, et nous avons bien sûr rebasé ce bridge de manière à ce qu'il soit étanche et libérer, tant qu'on a pu, les embrasures ici pour tout à l'heure nous permettre de suturer. Donc sur l'orthopan de Michel préopératoire, j'ai signalé par une flèche les dents causales suivantes, et effectivement à la radio 2D nous voyons effectivement une lésion sur à l'apex de la canine et à l'apex de la latérale. Alors pourquoi je n'ai pas fait de retraitement sur la canine par voie orthograde? Tout simplement parce que je n'arrivais pas à déceler le tenon malgré les ultrasons, malgré l'arrache-couronne comme on dit. Je n'ai pas réussi à le déceler, j'ai pas pris le risque de le fraiser. Donc vu que la 22 devait être également retraitée, j'ai opté pour une intervention sur 22 et 23. Donc là vous avez le cone beam qui défile, où on va voir la lésion ici sur la canine, la lésion sur la latérale. On voit en bas, on va faire circuler un petit peu, on voit la lésion qui traverse la corticale au niveau de la canine, ce qui explique les douleurs d'Elisabeth. Et on va sur la latérale pour voir également, voilà, on va se déplacer sur la latérale maintenant. Vous voyez sur l'image en bas à droite, un excès de pâte, un petit peu de pâte qui se promène ici qu'on va éliminer, et la lésion de la latérale. Et alors on va parler maintenant incision suivante. Il y a deux types d'incisions possibles. Bon, les lames 15 ou micro-lames d'origine ophtalmique, pour ceux qui aiment bien. Moi je me suis resté à la lame 15 suivante. Le lambeau en gencive attachée, qui est le lambeau le plus simple, mais finalement c'est peut-être pas le plus sûr, parce qu'il faut être sur le périosthe, il faut suffisamment de hauteur gencive attachée, et il y a des petits risques de nécrose et de récession malgré tout. Mais surtout, il y a énormément d'incisions, de vascularisation. Suivante. L'autre type d'incision, c'est celle qu'on va pratiquer chez Elisabeth, et on va voir pourquoi. C'est le lambeau intrasucculaire dit triangulaire d'Oction Beam, qui va nous permettre d'avoir une vision globale de la racine. Dans ce cas où nous avons le bridge qui sera à refaire, je n'ai aucun souci à les inciser en intracirculaire, puisque ce bridge devra être refait. Donc le tracé d'incision va partir de la latérale, ici perpendiculaire à cette ligne au niveau cervical. On va se garder de quoi suturer ici. On va s'éloigner de la dent et revenir ici en décharge. C'est tout ce que nous aurons comme incision. Voilà, le premier tracé d'incision ici n'est pas souhaitable en fait, c'est celui qui avait été fait au départ, parce que nous avons d'abord beaucoup de tracés d'incision, mais surtout pour tracter jusqu'à l'apex de la canine, il faut inciser énormément. Suivante. Et là, on a choisi ce tracé d'incision que je viens de vous décrire, intracirculaire à partir de la latérale. Voilà, intracirculaire à partir de la latérale, avec juste une incision de décharge, et on va aller assez loin. On va démarrer. Tout le monde est prêt? Donc il est vraiment perpendiculaire. Donc c'est un tracé. Alors il ne faut pas hésiter à faire ce que j'ai fait avec la sonde, c'est-à-dire, et là vous voyez, je suis au niveau de la centrale, et on rejoint les deux. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire en incision. Tout le reste va consister à décoller
et non pas à inciser. Ce qui fait que on ne perd pas de cellules, on ne perd pas de vascularisation. Donc pour décoller, j'utilise un instrument de Ufredi où on va décoller ce que j'appelle le coin du timbre. La gencive est bien épaisse, c'est agréable. On décolle les papilles. Je tourne la tête d'Elisabeth pour mon confort. Et on va s'arrêter ici, en intracirculaire. On va faire un lambeau de pleine épaisseur. Et je vais avoir sûrement des zones d'adhérence au niveau de la cicatrice. Donc on commence par le coin. Encore la lame 15. On peut observer là sur la photographie qui s'affichait encore les vestiges cicatriciels anciens au-dessus, à peu près à hauteur des apex de 22-23. Oui, ces incisions en muqueuse laissent souvent des cicatrisations kéloïdales assez visibles, contrairement aux incisions qui sont faites en gencive attachée, qui sont plus précises au niveau de la suture. Hein. Donc là, je me sers d'un petit décolleur. Alors, je ne sais plus si tu l'as précisé, Thierry, mais effectivement, donc il y avait eu, pour que tout le monde suive, il y avait eu déjà une intervention à l'époque à rétro sur la 22, me semble-t-il. Voilà, qui n'a pas guéri. Et que l'on va compléter par une préparation. L'objet de l'intervention, c'est de se donner un accès chirurgical pour faire de l'endodontie. À ce stade-là, je prends un deuxième décolleur. On va prendre celui-là. Non, celui-là, oui. Un deuxième décolleur que je place ici pour commencer, donc on écarte pour commencer à voir ce qui se passe. Et j'arrive sur la zone cicatricielle que je vais... Voilà, il n'y a pas trop de difficulté à décoller. Les premiers décolleurs dont il s'est servi pour décoller l'angle papillaire. Et puis je vais vous parler d'autres instruments, le fameux décolleur de Ross. Cet instrument présente deux extrémités, une pour décoller et une pour donc écarter. Et en même temps pour visualiser. Alors il ne s'agit pas d'un écran LED plasma, là, comme vous pourriez l'imaginer. Il n'a pas développé cette technologie sur son instrument, mais c'est un miroir. C'est le même que l'instrument de Prichard, mais j'ai demandé pour la chirurgie endodontique qu'on me rajoute un miroir, ce qui va vous permettre de voir lorsque je serai sous microscope ce qu'on fait. Alors, on va commencer maintenant à travailler sous microscope. On va tout de suite dégager la canine également, le petit Prichard. Donc après le décollement en pleine épaisseur, on va passer à la phase donc d'observation pour la trépanation osseuse ou pour accéder directement au site infecté. Donc soit vous aurez une vision directe de la lésion, ce qui n'est pas toujours le cas, soit une vision directe de la fistule ou tout simplement de la zone décorticalisée. Par exemple là sur la 23, normalement nous devrions d'après le cone beam tomber directement sur la lésion visuellement. Voilà, on va commencer par la 22. Alors, donc à la sonde paro, on repère tout de suite cette lésion. On va juste terminer un petit peu la toilette. Là, il y a encore un peu de périos qu'on va écarter. On est en train de retravailler un petit peu l'image, Thierry, pour mieux suivre. Voilà, donc vous avez vu, il y a une toute petite ouverture en regard de l'apex de la 22. Commencer à rincer, Virginie. La sonde y pénètre. Voilà. Donc là, vous allez voir, on va voir tout de suite beaucoup plus clair. Pressel. Rincer. Donc tout comme on le fait en endodontie, on essaye de faire préparation et l'obturation dans des conditions de propreté et travail sec. Alors on va commencer maintenant la latérale, on va faire le curetage. Donc on va tout de suite commencer par le curetage. Vous allez voir que ces zones qui saignotent vont se stabiliser, on y verra vite clair. Donc ici c'est une chirurgie curative. Et vous voyez le ciment là qui commence à venir. Alors on pourrait expliquer la non-guérison à l'époque de ce traitement à rétro par deux raisons. Première raison, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de préparation de l'apex. Donc Thierry va nous montrer tout à l'heure quels sont les principes de préparation.
Et une autre raison, certainement, c'est que le bridge n'était plus étanche, et donc on le sait très bien, un des facteurs importants, c'est l'étanchéité coronaire tout d'abord. Voilà, et également la non-obturation de l'apex à l'époque. Donc, avant de reprendre cette chirurgie en préalable, pour avoir toutes les chances de succès, j'ai repris le traitement endodontique puisque le tenon était décellé. Donc vous arrivez maintenant, vous commencez à percevoir dans le miroir l'apex. On va le réséquer. Donc là, je suis en train de réséquer avec cette fraise multilame à os très longue puisque parfois on est amené à aller sur des zones palatines. Ici, en mésial, on a encore pas mal de tissu de granulation. Le problème avec la turbine, là. C'était décroché. Ce tissu de granulation, à la différence de l'os, c'est un tissu justement qui saigne beaucoup et qui va gêner une obturation qui viendra tout à l'heure. Donc, voilà, là il ouvre un petit peu plus pour mieux accéder. Je suis en mésial parce que j'ai pas l'accès visuel, tout simplement. Et là, on a une belle image de l'apex. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de vous le montrer dans le miroir. Voilà, ici. Donc, voilà cette image. On va faire très belle image, effectivement. Donc, on va tout de suite faire une petite hémostase parce que ça saigne un petit peu. L'hémostase est un facteur important puisqu'on a besoin d'une part de sécher, d'autre part de voir puisqu'on est sous microscope. Donc, j'utilise des boulettes de coton stérile. Vous enlevez celle-là. Que j'imbibe d'adrénaline. Alors Virginie va aspirer et tout simplement avec une pression, on va en mettre juste une deuxième, ça va suffire. Avec une pression, on fait pénétrer un petit peu l'adrénaline superficiellement dans l'os. Il faut éviter les tissus mous, hein. Voilà, on laisse un petit peu agir. Ok, donc là vous voyez qu'il n'y a plus de saignement. On a maintenant la possibilité de travailler dans de bien meilleures conditions avec une hémostase extrêmement simple. On va utiliser maintenant les ultrasons. On va voir tout de suite cet insert en gros plan. Donc c'est un insert sablé parce que on ne veut pas être trop agressif pour les parois. Donc qui va nous permettre d'éliminer la gutta. Cet insert se monte sur ultrason et vous allez pouvoir le voir travailler et dans le miroir et en vue directe. Donc là on a une crypte osseuse qui fait moins de 3 mm. Donc là, on fait mise en forme du canal et je vais jusqu'à la butée et j'aurai donc un canal qui fera à peu près 3 mm. Voilà, alors je longe les parois, je m'appuie sur les parois pour bien les désinfecter. Avec un insert diamanté, on fait la même chose, mais c'est un tout petit peu trop efficace. Et là, le canal est déjà très large, donc on va éviter de l'élargir trop. Donc j'aime bien les inserts 10 sablés. On va juste parfaire le curetage maintenant avec une petite curette Virginie. On va parfaire. Bon, ça se remet à saigner puisque je fais un curetage. Et vous voyez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ce sont des petites curettes qui sont employées là. Voilà. Donc j'ai déjà installé le Stropco. Romain va vous expliquer ce que c'est que le Stropco. C'est un réducteur pour sécher avec une petite aiguille stérile l'intérieur du canal. Et on fait l'examen de la crypte, qui me paraît bien. On a maintenant fini la préparation, on a fini la toilette de la crypte. Donc vous voyez, la préparation est propre, elle est belle. On va maintenant désinfecter. Donc on ne va pas passer d'hypochlorite, on va passer tout simplement de la bétadine en demandant au patient s'il n'est pas allergique à l'iode avant, à la fois dans le canal et dans la région tout autour. Alors on va passer à l'obturation. Donc on a fait la préparation, la mise en forme de notre canal. On va le rincer et le sécher. On l'a désinfecté. On va maintenant le sécher. Le séchage se fait avec le Stropco, hein, parce qu'il faudra éviter... Oui, alors juste une remarque sur le Stropco. Si on n'utilise pas le Stropco, il y a quand même un petit risque d'emphysème, puisque là on est vraiment centré sur le canal au séchage. Donc vous allez voir que le canal va être parfaitement sec et on a surtout un très très bel état de surface. Donc juste attention à l'emphysème.
L'os ne saigne plus. Il me semble, j'ai de vagues souvenirs qu'à une époque on employait l'amalgame même comme matériau d'obturation à rétro. Ouais. Bon, ça c'est évident qu'on ne l'emploie plus. Et donc actuellement il reste 3 produits disponibles pour aussi employer, à savoir donc en haut à votre gauche le Super EBA, vous avez également l'IRM et vous avez un autre produit qui est la biodentine, qui est un produit que vous connaissez, qui est assez récent. Concernant la pratique de Thierry, maintenant tu emploies essentiellement l'IRM, Thierry, c'est cela? Parce qu'il a des avantages. Alors l'avantage c'est qu'il est présenté en capsule. Autre avantage, c'est qu'il a une très bonne plasticité et qu'on peut le condenser un petit peu comme l'Aguta. Donc là il est encore un petit peu mou. On met un petit cône et puis surtout il tolère très bien l'humidité. Et on va le condenser. Donc vous verrez chez Françoise, il existe beaucoup d'instruments. Pour démarrer, quand il est mou, j'aime bien utiliser ma vieille sonde Paro. Et donc je n'élimine pas les excès, je les laisse, qui me font un petit peu digue au cas où du sang viendrait polluer. Au fur et à mesure que je le condense sur la plaque, là il devient de plus en plus dur. Et c'est vrai qu'on pourrait donc je vais pouvoir pousser de plus en plus fort. Oui, Romain ? On pourrait se poser la question du MTA, mais un des inconvénients du MTA, c'est sa durée de durcissement qui est à peu près d'un délai de 24 heures. Et donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer au moment où on va refermer le site. Est-ce que pendant ces 24 heures, il ne va pas être délité en partie? Et donc avec un matériau à durcissement rapide comme celui-ci, ça semble idéal. Juste la sonde Paro, pour que vous voyez, on a 5 mm de champ opératoire. Donc on est dans le temple de la chirurgie micro-invasive à l'IRCAD et on essaye d'être le moins micro-invasif. Vous ne m'avez pas vu, à part en mésial, enlever d'os. On n'a fait que cureter et réséquer un petit peu la dent. On est pas mal. On va juste terminer par une condensation un peu plus forte. Parfait. On va commencer à éliminer les excès. Et alors c'est un matériau qui, même en phase de durcissement, peut être rincé. Alors tu avais employé la biodentine également et tu as fait quelques tests avec Dr. Labouze. Oui, malheureusement le MTA n'est pas le matériau le plus pratique parce que imaginez que là, bon, ça n'a pas été le cas, mais qu'on ait une goutte de sang et qu'on doit rincer. Quand vous rincez, vous enlevez tout. Donc il faut reprendre. Donc là, je fais un petit brunissage avec le dos de la curette que j'ai employé tout à l'heure. On brunit avec la partie convexe. Voilà. Et maintenant, il me reste juste à passer une fraise multilame. J'emploie la fraise Zecria Ando, que vous connaissez tous, qui va nous donner un très bel aspect. On va pouvoir faire le comblement. Comme ça, on aura fini celle-là. Voilà. Voilà, l'obturation est terminée. Et donc là, maintenant, on reprend la fraise boule, puisqu'on va faire une trépanation. Encore une fois, on pourrait utiliser la piezo, mais ça n'a pas d'intérêt. La piezo, je l'utilise essentiellement au niveau mandibulaire, puisque les corticales sont très épaisses. Alors on va maintenant, est-ce qu'on voit bien? Voilà, on va trépaner. Donc la trépanation, je ne la fais pas sous microscope. Alors, je tiens à préciser, Thierry, c'est vrai que là, on a la chance quelque part de tomber directement sur les lésions. Si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, comment accéder? On fait une mesure. Voilà, on va mesurer au préalable sur nos radios et puis vraiment prendre des repères par rapport au collet de la dent, par rapport au bord de la couronne, pour pouvoir tomber le plus précisément possible dessus. Alors, j'utilise pour vous montrer le miroir. Voilà. Ici, on est juste sur la lésion. Je ne vais pas fraiser si haut au niveau de la canine, puisqu'elle est, on est pratiquement dans l'aile du nez. Donc je pars d'un petit peu plus bas. La canine étant une dent très très longue, on a quand même possibilité d'éliminer l'apex assez loin. On va maintenant reprendre le microscope
Ok, donc là j'ai fait ma trépanation osseuse. On va juste la parfaire un petit peu. Et je vais couper la racine, la réséquer assez bas, de manière à ne pas aller dans l'aile du nez avec mes instruments. Voilà. On va maintenant changer de fraise. On va utiliser la fraise de résection, qui est une fraise à os très longue, qui nous permet d'aller chercher les racines palatines sur les 4. Les 6, je ne m'y aventure pas encore. Et je commence à réséquer. Donc vous voyez l'intérêt de la turbine à 45 degrés. Hein. On a le bras qui est dans la bonne position. Tactilement, on sent que c'est dur. Et à un moment donné, on est passé de l'autre côté. Et là, je redresse pour me mettre un peu plus perpendiculaire. Le petit apex ici, je vais également le dégager un peu. Comme pour une extraction préimplantaire. On va économiser le tissu. La lésion est là, hein, vu le lambeau. Vous voyez également l'intérêt du lambeau d'Oxenbean, triangulaire. On va luxer cet apex. Il n'est pas encore séparé de la racine. On va continuer la résection. La canine est une dent assez importante. Et donc, on va soulever cet apex et il vient tout seul, précelle. Lorsque je le sors, je regarde toujours, avant de le jeter, je regarde toujours ce qui se passe au niveau canalaire. On voit une calcification, ici, très nette, on aurait eu beaucoup de mal en voie orthograde à y aller. Et puis, je le retourne et je regarde ce qu'il y a de l'autre côté pour comprendre. L'anatomie nous intéresse beaucoup pour comprendre ce qui se passe. La lésion n'étant pas centrée au bout, il y a peut-être, voilà le petit apex, vous voyez qu'il n'est pas très gros, il ne va pas beaucoup manquer à la tenue mécanique de cette dent. Et donc je l'observe au microscope pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc on regarde la pointe et on voit qu'il y a une petite courbe, bon ça on le savait. La résection est terminée. La partie endodontique va pouvoir commencer. Ici, je vais reprendre la lame 15. Pourquoi ? Parce qu'on a une adhérence. Et je veux avoir 100% du pourtour osseux. Donc on reprend la lame 15 et on cherche à disséquer le granulome du lambeau sain. Donc on passe très très finement. Donc là, on a une belle, on va dire, une belle crypte osseuse que tu es en train de nettoyer. Qu'est-ce qui se passe si tu avais perdu, à l'ouverture, tu te rends compte que tu as perdu une bonne partie de la trappe vestibulaire. À quel moment tu décides que la dent est condamnée et à quel moment tu décides que tu peux encore la sauver ? Si la dent n'est pas fracturée, qu'elle n'est pas trop mobile, si c'est juste le pan vestibulaire, on comble et on met une membrane. Comme dirait Tarnot, no buccal plate, no implant. Donc on respecte aussi à ce stade, en première ligne et pas en troisième ou quatrième, comme je précisais tout à l'heure, on respecte ce principe de restaurer le buccal plate. Donc là, voilà. Donc là, on a pas mal d'adhérence du tissu de granulation. Donc on le prend dans tous les sens. Et puis, c'est assez long, cette toilette, finalement. C'est assez important pour la guérison. Voilà. On y voit beaucoup plus clair. Donc vous voyez l'intérêt de passer du temps sur le curetage, c'est qu'on va avoir une vision assez nette. Et maintenant, on va passer à la phase 2, qui est la phase de préparation apicale avec les inserts. Et là, on ne sera pas dans le guettant, on sera dans du ciment. Donc je demande à Virginie, qui a l'habitude de me nettoyer le miroir pour qu'on puisse y voir clair. Donc vous voyez là, on n'a pratiquement pas fraisé l'os. Vous voyez l'apex, donc on repère, on se met dans l'axe. On voit, même sans actionner les ultrasons, c'est mou, je peux passer, même sans actionner mes ultrasons, je peux rentrer dans le canal. Donc, insuffisance de l'obturation. Donc, si vous utilisez les inserts de ProUltra, faites attention à démarrer sur la puissance minimum. Pour deux raisons. D'abord, ils peuvent fracturer. Et la deuxième raison, c'est que vous allez faire une fausse route. Vous risquez une fausse route. Donc là, pareil, je prépare jusqu'au taquet.
Donc je sais que j'ai mes 3-4 mm de canal préparé, ce qui me donne une étanchéité suffisante. Et je m'appuie sur les parois, je fais ce qu'on apprend aux étudiants de l'appui pariétal. Là, je suis en vestibulaire, là, je suis en mésial, je m'appuie maintenant en palatin, et je m'appuie en distal. Et je fais le tour comme ça plusieurs fois. Et là encore, donc il y a deux types d'instruments, je le rappelle. Donc soit les instruments sont préparés, ils sont sablés en surface, soit les instruments sont diamantés. Et donc toi tu préconiserais plutôt l'instrument qui est sablé, puisque... Alors sablé quand c'est mou, et diamanté quand c'est dur. Vous voyez, là j'ai eu aucun mal à pénétrer parce que le ciment n'avait pas durci. Ça saigne beaucoup moins que tout à l'heure sur la latérale. Donc finalement, les saignements sont surtout dus au tissu de granulation. La latérale qui est en train de sécher. Et on va pouvoir maintenant, voilà, très fort grossissement, vous voyez l'intérieur du canal. Donc là tu as combien en grossissement pour avoir un ordre d'idée? Là je suis sur 2,5, je suis au maximum, ça doit être 20 fois. On va faire maintenant l'hémostase. Voilà, vous voyez, on tamponne, on continue encore un petit peu d'adrénaline. Donc ça c'est un endodontiste qui s'appelle Kim, assez connu pour ceux qui s'intéressent à l'endo, qui a développé cette petite technique, très sympa. Et avant on utilisait les sulfates ferriques. Et vous voyez que je termine par des compresses de coton sèche qui permettent de compresser. Voilà. On peut les compter si on a des lésions un peu grosses. Donc ce cas-là est idéal puisque les lésions ne sont pas trop grosses, donc elles ne saignent pas trop et vous voyez bien. Donc la crypte ne saigne pratiquement plus. On voit même les alvéoles avec un petit peu de sang qui suinte. On va pouvoir maintenant la rincer à la bétadine, la désinfecter. Donc rinçage canalaire et périphérique de l'os. J'en remets un petit peu ici. Donc on se rend compte que tu passes une attention toute particulière au nettoyage, à la désinfection donc, de cette cavité, de cette crypte. Ah oui. Beaucoup de temps. C'est souvent l'une des origines d'échec justement d'une préparation. La raison d'échec principale, c'est le manque de préparation et d'obturation évident, mais ça peut être à l'origine d'une mauvaise cicatrisation par contre. Puisqu'on va avoir, comme on l'avait là d'ailleurs, des adhérences entre les tissus périphériques et la lésion, et ça peut devenir une cicatrisation fibreuse. Surtout lorsqu'il y a atteinte de la corticale palatine et vestibulaire, on peut avoir un manchon fibreux qui traverse et qui empêche la guérison, ça on le voit souvent, alors que la lésion a bien guéri, on retrouve autour de l'apex la corticale. Alors regardez la petite astuce, vous savez que l'IRM ça colle. Donc Virginie, c'est pour ça aussi que j'ai changé de gant, Virginie humecte son gant stérile, elle humidifie le petit boudin d'IRM dans l'anesthésie ou sérum phi si vous voulez, et sur le champ opératoire sec, elle le sèche et elle en fait un petit boudin. Donc ça j'ai mis quelques années à comprendre comment arriver à ne pas coller. Ça c'est des trucs qu'on vous explique pas forcément dans les universités et les conférences, et qu'on trouve chacun pour soi, et qu'on aime bien transmettre pour en faire profiter les copains. On va maintenant rincer, on va maintenant sécher et observer l'intérieur du canal qui est propre, qui est net, qui est lisse, et on reprend notre obturation avec le petit boudin d'IRM. Alors Romain, j'utilise pour obturer une spatule que les praticiens comme toi connaissent bien, c'est celle que vous utilisez pour les composites. Pourquoi? Parce qu'elle a une double angulation, elle est en baïonnette. Je l'ai piquée de Goldstein, précise dans la salle. Et on condense. Là, on a une très bonne plasticité de l'IRM. Voilà. Et on fait des petits apports. Là, on a une très bonne... Tout à l'heure, il était un tout petit peu mou, mais alors là, il est parfait. Et ça, c'est dû au dosage, c'est pas dû à Françoise. Donc, cet IRM, vous le connaissez tous maintenant. On le trouvait seulement chez Shine aux États-Unis. Cet IRM se présente en capsule, donc c'est très propre. Et surtout très constant au niveau de la viscosité. Là, je sèche un petit peu. Il y a un tout petit peu de saignement. On va rincer même. Donc, vous voyez, là, j'ai un petit peu de sang. Je suis avec l'IRM, je peux rincer. J'aurais du MTA, malheureusement, j'aurais été un petit peu embêté.
Voilà l'obturation, on va encore un petit peu nettoyer en palatin. L'autre dent à côté, la latérale. Donc on a fini la partie endodontique. On va maintenant juste, un geste très simple, reconstruire l'os qui est quand même, vous voyez au niveau de la canine, on a quand même une perte, pas importante, mais qui pourrait nuire à la pose d'un implant plus tard. Alors maintenant qu'on va passer au comblement, j'ai besoin de sang. Donc je fais un tout petit curetage, tout simplement pour faire saigner. La latérale ressaigne bien. On ne va pas laisser le matériau s'imprégner dans le sang que j'aurais prélevé. On va tout simplement faire saigner et le mettre directement dedans. Il y a un petit avantage au lambeau triangulaire d'Oceanbind donc, que tu as réalisé là par rapport au lambeau que nous avions vu en gencive attachée, c'est qu'il est plus aisé au final donc de disposer ton matériau de comblement ainsi qu'une membrane. Absolument. Ça couvre mieux d'une part, d'autre part, on est sûr d'être étanche. Donc je le dépose, je le laisse s'imprégner. Donc vous voyez, ça c'est de l'os de banque. Ce que j'aime beaucoup dans cet os de banque, c'est qu'une fois qu'il s'est bien imprégné, il devient un petit peu manipulable, on va dire. On peut bien le gérer. Mais j'utilise également le Cerazorb, qui est un très très bon matériau de comblement et qui donne également de bons résultats. Voilà, on récupère là ce qu'il y a autour. Et je le condense assez fortement. Et je le condense pour le compacter, donc il ne bougera pas. Et également pour qu'il s'imprègne de sang. Vous voyez que la canine, notamment, où je craignais de manquer un petit peu de sang, on a ce qu'il faut, largement. Ici, on va reconstituer un tout petit peu la bosse canine, au cas où, regardez, si on pose un implant et qu'on va tout droit, on risque de transpercer. Donc on va tout petit peu reconstituer la bosse canine. Alors on va couvrir tout ça avec une petite membrane de collagène, histoire de fermer la boîte. Donc un petit carré de membrane, on va la couper en deux, on va la positionner. Bon, l'avantage donc de ce lambeau, c'est effectivement de déjà bien plaquer largement, d'être beaucoup plus à l'abri qu'avec l'autre type de lambeau en accès. Voilà, elle commence à s'imprégner, elle va pouvoir se stabiliser. Je vais enlever le microscope à ce stade, parce que les sutures, je ne les fais pas au microscope. Pendant tout ce temps d'intervention, le lambeau c'est un tout petit peu rétracté, donc gentiment je le fais revenir. Donc comme il tire un peu ce lambeau, je vais exceptionnellement commencer par un nœud suspendu. Donc la suture suspendue va contourner, on va commencer par la canine. On va contourner la canine en palatin. Ouvrez bien, madame. Donc je récupère l'aiguille ici. D'où l'intérêt d'avoir préparé le cas au niveau des bridges avant, puisque j'ai fait attention à bien dégager les embrasures tant pour la santé parodontale que pour pouvoir suturer. Et on repasse en palatin. Alors, on la récupère. À ce sujet, j'interviens également, c'est que lorsqu'il y a une prothèse existante que l'on souhaite conserver, l'indication du lambeau intrasulculaire est bien moins intéressante, donc à ce moment-là, on va plutôt passer en gencive attachée dans l'incision. Et là, étant donné que l'on va reprendre le bridge pour la situation de la patiente, eh bien nous permettons donc une incision intrasulculaire. Absolument. Donc, est-ce que vous comprenez le principe de la suture qui est simple, hein, c'est une suture suspendue autour des dents qui nous permet, et c'est extrêmement intéressant dans ce type de lambeau. Si on avait fait un lambeau en gencive attachée classique, on aurait fait des nœuds simples, hein, on va dire. Ici, vous allez voir déjà avec un seul nœud, tout ce qu'on va arriver à fermer. Alors, je vais juste glisser la membrane à sa place.
Ici, il y a une légère tension. Donc, ce que je vais faire pour diminuer la tension, c'est que je vais passer également à l'arrière. Donc, je ressors en intracirculaire. Je vais passer cette fois-ci autour de la latérale, pardon, de la centrale, excusez-moi. Donc on va te féliciter encore, on va féliciter toute l'équipe. Je suis ravi de la qualité de l'image, ça passe vraiment bien ici. Et je pense qu'on a passé une bonne matinée, on va peut-être pas poser de questions maintenant. À moins que vous ayez encore une question à poser à Thierry, le docteur Rose. Quelles sont les suites post-opératoires éventuelles? Très sincèrement... Non, je crois qu'il n'y a pas de secret. Hein. Alors oui, c'est une bonne question, d'autant plus que je n'ai pas parlé de la prémédication. Madame est sous antibiotiques, Soluprède 3 comprimés par jour pendant 3 jours. 3 fois 20 mg. Je dois dire que des chirurgies apicales, j'en fais quand même beaucoup. Et les suites sont quasi nulles. C'est très rare que les gens souffrent.